Bonsoir et bienvenue dans votre journal de Mayotte. Nous sommes le lundi 27 août. À la une de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale est en visite sur le département. Arrivé aux alentours de 9h30 sur le territoire, Jean-Michel Blanquer a d'abord visité une école dans la commune de Dzaoudzi, l'abattoir. L'occasion de rencontrer les élus et de prendre le pouls de la situation au sein des établissements du premier degré. Le ministre s'est néanmoins montré confiant, affirmant que le plan pour Mayotte allait porter ses fruits dans un futur proche. Un sujet signé Abbas Salidi et Daniel Deragakoura. Attendu de pied ferme, Jean-Michel Blanquer a posé le pied à Mayotte en début de matinée. Pas le temps de chômer pour le ministre de l'Éducation nationale qui va passer 24 heures sur le territoire. C'est donc dès sa sortie de l'aéroport que la délégation ministérielle s'est rendue au sein de l'école, l'abattoir 6 en Petite Terre. L'occasion pour le ministre de rappeler les récents engagements de l'État. Je viens après des décisions que nous avons prises à l'échelle gouvernementale qui sont extrêmement favorables à Mayotte. Ce sont des mesures d'investissement, vous le savez, j'y reviendrai tout au long de la journée, mais qui sont extrêmement importantes, y compris à l'échelle de l'éducation nationale, qui sont même uniques et dans l'histoire de Mayotte et même, je dirais, dans l'histoire de l'éducation nationale. Donc il se passe quelque chose de tout à fait exceptionnel pour partir vers une nouvelle étape. Nous avons pris toute la mesure des défis que Mayotte doit relever. Et c'est pour cela que, par exemple, mon ministère dégage plus de 80 millions d'euros par an pour les enjeux d'investissement dans le second degré. Le ministre l'assure, les 500 millions d'euros pour l'éducation, promis dans le plan pour Mayotte, seront dépensés d'ici la fin du quinquennat. Le maire de la commune, Saïd Omar Wali, attend cet argent de pied ferme, lui qui a souhaité montrer au ministre les difficultés qu'il rencontre pour la construction et la rénovation des écoles. Ça nous permet de lui dire les difficultés que nous avons, lui montrer aussi les avancées que nous faisons, lui montrer aussi que les subventions que nous avons, ce sont des subventions qui sont utilisées à bon escient. Nous avons des difficultés sur cette école parce que c'est une école qui est en rotation. C'est une école qui est ouverte en 1997 avec 300 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à presque 600 élèves. Nous avons fait une demande de rénovation pour cette école d'environ 700 000 euros. Nous avons reçu que 300 000 euros. Donc vous voyez, les besoins sont là. À l'abattoir comme ailleurs, les besoins sont considérables. Néanmoins, le ministre se dit confiant et compte beaucoup sur l'union de toutes les forces vives du territoire pour changer les choses dans l'éducation. Nous avons écouté les élus de Mayotte, nous avons élaboré un plan unique en son genre. Et maintenant, nous voulons le mettre en œuvre et je suis venu pour souligner cela. Et bien entendu, en partant des réalités de terrain. C'est aussi pour ça qu'il faut que je vois les enfants, les professeurs pour regarder où on en est et que tous ensemble, on réussisse à avancer. Avancer tous ensemble, encore faut-il pour cela regagner la confiance d'une population qui ne croit plus aux promesses. Après l'école de l'abattoir, l'ancien recteur de Guyane a pris la direction du vice-rectorat puis du collège de Toujani. L'occasion de visiter un établissement du second degré qui a vécu des moments difficiles ces dernières années en raison de violences dans et aux abords du collège. Jean-Michel Blanquer s'est ainsi exprimé sur les différents dispositifs qui ont vu le jour et qui, selon lui, sont indispensables pour Mayotte. En effet, le ministre souhaite que les parents et l'ensemble de la société civile s'investissent pour l'éducation des enfants. Le point avec Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Après un passage par le vice-rectorat, le ministre a poursuivi sa visite en se rendant au collège de Toujani. Monsieur Baudouin, le principal, s'est dit fier de pouvoir présenter le travail effectué dans son établissement et a apprécié le message envoyé par Jean-Michel Blanquer. On a eu de sa part déjà un message très très fort le 4 juillet, un message audiovisuel nous assurant de tout son soutien, et parce qu'on a passé une année difficile comme vous le savez, avec des mouvements sociaux et une crise sismique assez lourde. Donc franchement, moi je le prends comme symboliquement comme une reconnaissance du travail et un attachement du travail qui est fait à Mayotte. Dès son arrivée, le ministre a pu rencontrer les différents dispositifs qui ont vu le jour ces derniers mois. Parents vigilants, équipe mobile de sécurité, service civique, cette rentrée scolaire est placée sous le signe de la sécurité. Je suis très favorablement impressionné par ce que je vois comme organisation pour la sécurité. On voit que ces derniers mois, il y a eu une bonne réaction de l'État en général et
de l'éducation nationale en particulier. Les équipes mobiles de sécurité, c'est un système efficace qui a montré son efficacité ces dernières années. Et là, j'ai rencontré des jeunes motivés dans ce cadre-là. J'ai pu voir aussi des services civiques qui sont mobilisés dans des tâches qui peuvent être des tâches de sécurité. Et puis aussi, j'ai vu la réserve civile. Donc, quand on additionne toutes ces énergies, qui souvent sont des énergies de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont envie de s'engager pour la vie de la société et pour la sécurité publique, certains d'entre eux veulent d'ailleurs entrer dans les forces de l'ordre, eh bien, je trouve que ça donne de l'optimisme, puisque ça montre que les enjeux de sécurité sont pris à bras-le-corps, que l'État répond, mais que la société aussi répond. Quant à savoir si le ministre trouve normal que la société civile doive assurer la sécurité des élèves, Jean-Michel Blanquer s'est montré favorable à ce que chacun s'investisse pour l'avenir des enfants. De façon générale, tout ce qui a trait à la responsabilisation des parents d'élèves avec l'établissement est bon en soi, c'est-à-dire la coéducation, le fait de relever ensemble les enjeux peut être une très bonne chose. Bien sûr, il ne faut pas ensuite se tromper de registre. L'ordre doit être assuré par des professionnels. Maintenant qu'il y a une implication de la société auprès des personnels professionnels, ça peut avoir du sens. De même que ça peut avoir du sens d'avoir les services civiques impliqués dans cela. Mais là, j'ai pleine confiance dans le préfet, le vice-recteur et l'ensemble des autorités pour que les choses se fassent comme il faut. Après cette visite, le ministre est parti en direction de Tsararano pour y visiter le lycée et inaugurer un internat d'excellence. Demain, il ira à la rencontre des syndicats et des parents d'élèves avant la traditionnelle conférence de presse qui précédera son départ pour la Réunion. Autre sujet qui fait la une de l'actualité, le réchauffement des relations entre la France et les Comores. Après des semaines de statu quo, le dialogue est renoué, même si un accord est encore loin de pointer à l'horizon. Des rencontres sont prévues prochainement entre les deux diplomaties, à l'heure où le bureau des étrangers à Mayotte reste bloqué par le collectif des citoyens. Présent sur notre plateau ce matin, le sénateur Tani s'est dit solidaire des personnes à l'initiative du blocage. En effet, selon lui, tous les moyens de pression sont bons pour faire plier le gouvernement comorien. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. J'avais dit à l'époque que je les soutenais. Oui. Je soutiens cette manœuvre parce que, vous savez, les Mahorais ont patienté pendant des années et des années. La situation ne se débloque pas. Donc c'est vrai que les conséquences commencent à être dures, mais souvenez-vous, le gouvernement nous a dit qu'il était en train de mener un bras de fer. C'est vrai. Donc pour moi, c'est une façon de soutenir le gouvernement dans ce bras de fer. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si les conséquences sont dures, eh bien, il faut accélérer le pas pour que cette situation se débloque. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas nous qui bloquons. C'est le président de l'Union des Comores qui a pris la décision de refuser le rapatriement de ses concitoyens en situation irrégulière à Mayotte. Et donc, c'est là où on doit commencer à se poser des questions. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 27 août. Samedi, une soirée était organisée à Musical Plage. Vers 2h, une bagarre a éclaté entre une bande de jeunes et le service de sécurité. Sollicité vers 3h, la gendarmerie a engagé une patrouille qui a été immédiatement prise à partie alors que les gendarmes tentaient de faire cesser les dégradations sur un véhicule. Profitant de l'obscurité, un individu a asséné 2 coups de tournevis dans le dos d'un militaire alors qu'un autre parvenait à repousser ses agresseurs qui tentaient de lui arracher un pistolet à impulsion électrique. Le militaire victime de l'agression a dû être évacué vers l'hôpital, sérieusement blessé. Dimanche, 4 individus suspectés d'avoir pris part à l'agression ont été identifiés par les gendarmes. 3 majeurs et un mineur, originaires de Mayotte, et certains déjà défavorablement connus de la justice, sont actuellement en garde à vue et poursuivis, notamment pour tentative d'homicide et violence volontaire aggravée, sur agent dépositaire de l'autorité publique. En 2019, la réforme de modernisation et de simplification de l'impôt va entrer en vigueur. Elle implique notamment le prélèvement à la source. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, vient d'envoyer un message à tous les Français afin de rassurer face à ce changement dans le versement de l'impôt. Il affirme ainsi que cela ne changera en rien le montant total de l'impôt. Les contribuables continueront à déposer une déclaration de revenus chaque année. Elle permettra de faire le bilan des revenus de l'année précédente, de l'impôt prélevé à la source et des dépenses effectuées donnant droit à réduction ou crédit d'impôt qui seront restituées à ce moment-là comme aujourd'hui. Pour répondre aux questions, l'administration fiscale a mis à disposition un site
prélèvement-à-la-source.gouv.fr. Il est accompagné d'un numéro national, le 0811 368 368. L'ADI ouvre le centre de formation ADI Microbusiness par le lancement de la formation gratuite et certifiante « Je deviens entrepreneur ». Une formation validée par une certification professionnelle pour finaliser son projet de création d'entreprise et être accompagné à se représenter comme chef d'entreprise, définir sa stratégie commerciale, construire ses prévisions financières et choisir le statut juridique adapté à sa situation et son projet. Chaque module de formation privilégie l'utilisation de techniques d'animation et de support variés et une interactivité forte entre les participants. Cette formation s'adresse à toute personne ayant un projet de création d'entreprise déjà identifié, sans aucune exigence de formation ou d'expérience professionnelle préalable et adaptée à tout type d'activité. La première session se tiendra du 24 septembre au 2 octobre 2018 à l'agence ADI de Mamoudzou. Le nombre de places étant limité, l'ADI invite les personnes intéressées à s'inscrire au 02 69 61 00 00 au plus tard le 10 septembre 2018. En marge de la visite ministérielle, Mayotte accueille des membres du comité des Jeux Olympiques de Paris 2024. 2 athlètes de haut niveau font partie de la délégation, Emeline Ndongue, attendue mercredi, et Astrid Guyard, déjà à Mayotte. Cette championne d'escrime, toujours en activité, a pour mission de promouvoir ces Jeux Olympiques en mettant l'accent sur la partie éducation. Sur un territoire où la moyenne d'âge ne dépasse pas les 18 ans, le comité souhaite faire passer des messages et pourquoi pas créer des vocations chez des futurs champions olympiques mahorais. Écoutons Astrid Guyard au micro de Patrick Millon. Le but de ma venue à Mayotte, en fait, c'est de parler de sport, de parler de valeurs du sport, de parler d'olympisme, et puis de libérer les passions, de se dire, voilà, il y a un formidable projet en 2024 pour la France, parce que c'est pas que Paris, c'est pas que la métropole, c'est toute la France. Et l'idée, c'est de laisser un héritage, c'est-à-dire que, ok, on va organiser une compétition sportive, mais qu'est-ce qui se passe avant pour la jeunesse ? Pour les jeunes, qu'est-ce qui se passera après 2024 ? Qu'est-ce qu'on laisse à la société française ? Et il y a un formidable projet avec Paris 2024 qui est l'éducation par le sport. Comment, à travers le sport, on peut mettre en place des ateliers pédagogiques en mathématiques, en histoire, parce qu'il y a l'histoire du sport, en géographie, sur les valeurs pour l'éducation civique et bien sûr après la pratique du sport en lui-même. Donc voilà, c'est tout un programme d'éducation par le sport qui peut être mis en place. Elle est là, la force vive. Et cette jeunesse, bien sûr qu'il faut s'y intéresser, bien sûr qu'il faut venir lui transmettre cette passion du sport, les valeurs de l'olympisme. Les valeurs de l'olympisme, c'est source de cohésion, de vivre ensemble, c'est du partage, c'est de l'amitié, c'est de l'excellence. Il faut que cette jeunesse mahoraise, elle puisse toucher à ça, parce que si elle a envie de s'épanouir et de grandir avec le sport, il faut lui en donner les moyens. On termine cette édition avec cette opération de nettoyage qui a eu lieu ce week-end du côté de Majicavo Koropa Plage. Initiée par l'association Koropa Walesi, elle a regroupé petits et grands le temps d'une journée. Plusieurs centaines de kilos de déchets ont ainsi été récoltés. Désormais, tous les participants espèrent que leur travail pourra servir d'exemple et que la plage restera propre sur le long terme. Un sujet signé Amina Ariti et Daniel Deragakura. Combinaison intégrale, masque et gants de protection, il n'en fallait pas moins pour s'atteler à la tâche, à savoir nettoyer le quartier de Majicavo Koropa Plage de fond en comble. Tout le périmètre a ainsi été passé au crible, et ce jusque dans la mangrove. Et pour cause, c'est ici qu'atterrit une quantité impressionnante des déchets venant des hauteurs du village. C'est une opération qui est menée par Koropa Walesi, l'association du quartier. C'est en accompagnement aussi avec la ville de Koungou, Sidevam et ETPC qui nous ont aidés par rapport aux outils et aux camions aussi, aux camions bennes qui permettent d'enlever les déchets. Donc voilà, on est sur une opération d'une matinée. C'est une opération qui pour l'instant se limite à la plage, mais à plus long terme, on est sur l'idée de faire des opérations sur l'entièreté du quartier et d'améliorer aussi la gestion des déchets sur le nord pour éviter que les personnes jettent dans la ravine et que ça se retrouve sur la plage. Initiée par l'association Koropa Walesi, cette action citoyenne a rencontré un franc succès. Il faut dire que celle-ci n'en est pas à son coup d'essai. Ce samedi donc, comme à chaque fois, les membres de l'association n'ont pas lésiné sur leurs efforts. Objectif, rendre le quartier plus salubre et plus généralement améliorer le cadre de vie de ses habitants. Si on ne fait pas, qui va faire? Vraiment. Il faut qu'on enlève tout ça parce que ça nous empêche la vie. Quand on passe de ce côté-là, les odeurs, on a même peur de passer. Moi qui est venue en vacances, je vois tout ça. Quand je passe ici, je me dis je ne veux pas passer. Ça sent pas bon, il y a des déchets de partout. Vaut mieux débarrasser. Comme ça, on peut mieux respirer. Et il y a des gens qui habitent ici, comme on peut le voir. Et quand les odeurs remontent, tout va chez eux. Ça sent pas bon, ça attire des bêtes. Plein de maladies qui peuvent arriver d'un coup.
Les riverains ne pouvaient pas espérer mieux et c'est tout naturellement qu'ils ont tenu à prendre part à l'opération. Le temps d'une matinée, petits et grands se sont donc retroussés les manches et grâce aux différents ateliers organisés, certains ont même pu s'initier au b.a.-ba en matière de préservation de l'environnement. Car au-delà du nettoyage, il en va de l'image même de leur quartier. S'il y a des gens nouveaux qui viennent ici, ils vont voir que c'est magnénier, tout ça comme ça, qu'il y a des ordures, ils vont dire que nous, on est sales, comme si on est des poubelles comme ça. Après une matinée de dur labeur, chacun a pu contempler le résultat de ses efforts. Des dizaines de sacs poubelles ont ainsi été collectés, déchets ménagers de toutes sortes, mais également des encombrants. Depuis samedi, le quartier affiche donc un nouveau visage qu'il arborera, on l'espère, le plus longtemps possible. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée et à demain.